Il n'y a pas de stabilité du moi. C'est ainsi que votre manuel Passerelle titre l'extrait dont nous avons déjà étudié le premier paragraphe. Le découpage ici est quelque peu différent. Vous trouverez cet extrait à la page 41-42 de votre manuel. Le premier paragraphe identifie quasiment explicitement l'auteur qui est visé. Il y a certains philosophes qui s'imaginent que nous avons à tout moment la conscience intime de ce que nous appelons notre moi, que nous sentons son existence et sa continuité d'existence, et que nous sommes certains, plus que par l'évidence d'une démonstration, de son identité et de sa pleine simplicité parfaite. La note de bas de page indique, si on n'avait pas deviné, c'est ici Descartes et son cogito « je pense donc je suis » qui est visé. Mais en écartant certains métaphysiciens de ce genre, je peux m'aventurer à affirmer du reste des hommes, etc. En écartant certains métaphysiciens de ce genre, il y a là une expression extrêmement péjorative. Et c'est ainsi que va être dépassé le relativisme de principe, ce relativisme désinvolte, que nous avions constaté à la fin du premier paragraphe. Oui, s'il y en a qui pensent comme ceci, qui pensent comme ils veulent, moi je pense comme je veux, et nous ne pouvons pas discuter. Il y avait là une véritable abdication de la pensée. Or, maintenant, il ne s'agit plus de mettre à égalité, à mettre sur un pied d'égalité les autres et Hume. Hume reprend le dessus en considérant ces métaphysiciens, les cartésiens, comme une minorité un peu illuminée, douteuse de ce genre. Un homme de ce genre, une femme de ce genre n'est pas fréquentable, et à partir de là, à s'inclure au rang du reste des hommes qui constituent la majorité de bon sens, disqualifiant définitivement Descartes. Une fois Descartes disqualifié, Hume peut se livrer à sa propre formulation du moi. Il repense ainsi à nouveau frais la théorie de l'esprit. Comment définit-il le moi ? Un ensemble, une collection de différentes perceptions qui se succèdent les unes aux autres avec une inconcevable rapidité qui sont dans le flux et un mouvement perpétuel. Plus loin, l'esprit est comparé à une sorte de théâtre. Arrêtons-nous sur cette définition. La définition, rien qu'un ensemble, une collection de différentes perceptions qui se succèdent les unes aux autres avec une inconcevable rapidité, la définition commence par la locution « rien que ». Autrement dit, il n'y a rien à chercher d'autre après ces représentations, au-delà de ces représentations. Ces représentations sont constitutives de nous en tant que sujet. Autrement dit, le moi n'est qu'une collection d'impressions diverses, c'est une sorte de diffraction, de discontinuité de la conscience, d'où sa caractérisation plus tard par Kant de buntes Ich, moi multicolore, ou encore moi bigarré. Hume pourrait chercher en vain avec Descartes la continuité d'un moi au sein du discontinu. Ce moi bigarré est à l'image de nos facultés, dont aucune ne saurait constituer un bastion de continuité, un lieu véritable de continuité qui pourrait se présenter comme un fil conducteur d'un moi discontinu. L'image des yeux, nos yeux ne peuvent tourner dans leurs orbites sans faire varier nos perceptions, suscite quelque peu le vertige. J'imagine quelqu'un qui se livre à une danse de derviche tourneur avec ses yeux. Cette image quelque peu cocasse pourrait laisser espérer que par-delà les défaillances de la perception que Descartes a disqualifiée à cause que nos sens nous trompent quelquefois, eh bien cette perception n'est pas défaillante. Cette perception est tout aussi instable que notre pensée est encore plus variable que notre vue. Ainsi ne pouvons-nous jouir de facultés stables et identiques à elles-mêmes, nous sommes bien plutôt exposés à une suite de mouvements dynamiques, d'où va émerger un moi. L'instabilité est l'ennemi de la définition. Autrement dit, s'il s'agit de définir le moi, instable par excellence, Hume va devoir recourir à des images. Là où le discours échoue, eh bien, c'est l'image qui prend le relais. Vous avez tous entendu parler du logos contre mutos. L'esprit est une sorte de théâtre. Une sorte de théâtre, voilà une définition tout aussi insatisfaisante. Non seulement nous avons affaire à une image, mais plus encore, il s'agit ici d'une définition qui n'est pas satisfaisante, une sorte de. Et plus encore, cette image ne devra pas nous induire en erreur. Non seulement à la définition se substitue une image, mais cette image est loin d'être satisfaisante. Cette image ne doit pas nous induire en erreur. Tout simplement parce que ce théâtre n'a rien à voir avec un théâtre traditionnel tel que nous le trouvons dans l'illusion comique de Corneille, où déjà se joue la mise en abîme du théâtre.
Ce théâtre, nous n'avons aucune idée ni des scènes, ni du matériau, nous n'avons aucun lieu à lui assigner. C'est donc un bien étrange théâtre. Si Hume échoue à définir le moi, d'abord par une collection de perceptions, puis une sorte de théâtre, ce n'est peut-être pas tant parce qu'il est inapte à définir que parce que l'objet à définir échappe à toute tentative de définition.